Não, ela só acrescenta que todas as épocas, como nós sabemos, são criações posteriores, não é? O Renascimento, a Idade Média. Le procès historique n'a pas de fin au dehors de soi-même. Le trait que Nietzsche a bien saisi lorsqu'il commentait que le développement veut seulement soi-même et non la félicité. L'accumulation qui caractérise le temps historique s'avère ainsi non plus qualitatif comme il était dans le cadre de référence plutôt téléologique, mais quasiment quantitatif. Le procès par lequel l'histoire ne peut qu'engendrer plus d'histoire. Droysen parle d'une couche organique qui continue à s'accroître au-dessus de la nature première, engendrant ce qu'il appelle une couche éthique. En fait, éthique pour Droysen est le résultat de l'action transformative sur ce que l'homme a hérité, le monde qu'il a reçu à sa naissance. La destination éthique de l'homme n'étant que d'exercer cette puissance morphologique, ajouter sa propre mise en forme, donnant sa propre contribution à la continuité de l'histoire, renouvelant l'histoire. Dans une circularité significative, la connaissance historique, on le voit désormais bien dans ce cadre, est une connaissance transformative, une Bildung, et pas seulement un acquis rationnel, est la voie pour atteindre enfin l'esprit de propre temps. Elle requiert la réappropriation du passé, la récapitulation de l'histoire de l'humanité, qui est la même tâche qu'encore Willem Dilthey considérera comme l'enjeu propre aux sciences de l'esprit. Il est intéressant qu'à l'époque, même la notion de récapitulation a eu une importance extraordinaire aussi dans les sciences de la vie contemporaine, comme le principe capable de relier l'ontogenèse et la phylogénèse. Quelles conséquences a cette théorie du temps historique de Droysen, qui se relie de façon constitutive, surtout à une anthropologie philosophique, celle de Humboldt, sur la physionomie de la science de l'histoire? Je chercherai encore, si vous avez la patience, à le montrer en suivant l'organisation de la historique, des leçons de Droysen, sur la théorie de l'histoire. Ces leçons ont eu deux éditions posthumes, les deux, et qui se réfèrent à deux couches temporelles différentes de la stratigraphie des leçons, et plus précisément, la première couche est de la fin des années 50 du XIXe siècle et les dernières des années 80, peu avant sa mort. Mais je ferai ici, évidemment, l'économie de cette différence en cherchant de vous présenter un peu le noyau plus stable de sa pensée sur la méthode. Les moments de la méthode sont pour Droysen quatre: heuristique, critique, interprétation et apodeixis, c'est-à-dire la présentation ou bien l'effort de l'exposition historique. L'heuristique chez Droysen est moins la recherche de matériaux et de sources qu'une théorie de la question historique. On a dit que l'historien chez Droysen ne peut être que situé. Le début de la recherche, la condition même pour emprunter le chemin de la science, est d'avoir une question à poser à l'histoire. On peut bien évoquer ici, je reviendrai demain, la notion des annales, que l'histoire ne peut être qu'histoire-problème. Avec sa question, l'interprète se situe dans son présent, mais, comme déjà dit un peu, il y a aussi ici une circularité significative, et quelque peu hegelienne aussi. En se soumettant aux étapes de la méthode, la question ira même se modifier et se corriger, et ce parcours, à la fin, révélera à l'interprète sa propre historicité, son même être situé, et donc réflexivement la forme même de son propre temps. On rencontre ici à nouveau cette idée de récapitulation nécessaire pour atteindre l'esprit de sa propre âge, qu'il y a aussi même chez Dilthey. Mais même en faisant abstraction de cette chose qui a un peu un arrière-goût idéaliste, selon moi, il s'agit de l'aperçu de la connexion profonde et incontournable entre intérêt et connaissance, pour le dire avec les mots de Jürgen Habermas. Se placer dans son propre temps donne d'une certaine façon le droit à la question historique, ce droit de l'histoire, l'énergie profonde du présent,
que Droysen oppose à le droit historique revendiqué par la Restauration, presque dans le même terme que Herder opposait la force génératrice à la force de la tradition. La critique est chez Droysen aussi un moment capital de la prétention à la science. C'est en fait par la critique que l'histoire peut revendiquer d'être science d'expérience, comme il dit, et même science inductive, au même droit que les sciences de la nature. Le domaine de son expérience sont les matériaux historiques, qui ont toute l'extension que Göttingen avait atteinte, et donc pas seulement le texte historiographique sur lequel était focalisée l'attention de Ranke. Sources pour l'histoire sont tout le reste qui porte la trace de l'homme, de sa mise en forme. Il n'y a plus, dans les sciences historiques restaurées par Droysen dans leur forme plurielle, une hiérarchie entre sources primaires et auxiliaires. Les sources ne sont jamais auxiliaires, dit-il, en soi, mais seulement par rapport au but pour lequel on les utilise. Mais les matériaux ne sont pas le passé, ils sont le présent. La limite critique de la méthode est la présence des matériaux. Seulement du passé qui a laissé des traces dans le présent, il y a histoire possible. L'histoire, en tant que science, dit Droysen, peut et veut établir et assurer seulement ce qui est contenu dans ces matériaux historiques. Ces limites la séparent irréversiblement de l'art. Encore, je cite, intégrer avec la fantaisie les connexions insuffisantes, le peu la poésie et le roman, non pas la recherche scientifique. L'histoire n'est pas un art. Ce que Droysen appelle le premier axiome de la science historique est donc que l'objet de l'histoire n'est pas le passé. Cet axiome annule toute prétention de ce qu'il appelle l'école critique, en entendant surtout Niebuhr et Ranke, qui a compris la notion de source de la connaissance de façon, dit-il, tout à fait bornée. Une conception de la critique de sources qui, pour Droysen, se vouait uniquement, je cite, à la vérification de quel renseignement chez un auteur était dérivé d'un autre, et qu'elle, au contraire, s'est fondée dans une autopsie originelle. Et-elle croyait, cette école critique, de cette façon, de pouvoir parvenir jusqu'au fait dur et de pouvoir ainsi attraper l'histoire en chair et os. Elle était également victime, l'école critique, de l'illusion du Droysen que l'entière vérité de l'histoire puisse être tirée des sources si seulement celui qui enquête et recompose les morceaux le fait sine ira et studio. C'est Ranke, évidemment. Il faut distinguer au contraire, dit-il, entre critique et interprétation. Mais la critique reste le moment préliminaire incontournable en tant que le solvant qui consent de décomposer les couches de l'objet historique en assignant à chacun sa valeur propre de témoignage. La critique est donc, comme chez Friedrich August Wolff, une technique stratigraphique que consent l'historicisation de l'objet. Les perspectives multiples sur l'objet ne sont pas des distorsions de sa vérité originaire. Pour Droysen, ils sont plutôt le mode d'être de l'objet historique dans le temps. Chaque vision partisane, dit-il, ne dénature pas l'objet selon sa propre perspective, plutôt elle le comprend et l'interprète. Le travail de la critique est donc de reconnaître les couches de l'interprétation qui ajoutent les couches de la mise en forme des hommes concrets qui ont ajouté à l'historicité de l'objet historique, chacun dans son droit. Toutes ces couches sont des moments du devenir de l'objet historique. Chaque couche doit être placée dans l'horizon de la pensée à lui propre. La taxonomie des sources nous conduit non plus donc à une différence de nature entre sources originelles autoptiques et sources dérivées, mais seulement à la distinction rigoureuse entre sources qui relèvent encore du même horizon de la pensée du temps sur lequel elles nous renseignent et celles qui appartiennent à des horizons successifs de la pensée. Les différents types de sources sont encore classifiés de différentes façons
par exemple selon le degré d'intentionnalité qu'il contient, où le monument et les sources non écrites diffèrent des sources historiographiques, et ceci diffère selon la position de l'observateur, selon le degré d'intentionnalité de l'observateur par rapport aux événements racontés. Cette phénoménologie, qui est une véritable anatomie de l'objet historique, amène la critique enfin à rendre en quelque sorte à nouveau authentique ce qu'on a reconnu non authentique, en lui donnant sa place, en reconstituant, c'est-à-dire toutefois, le contexte dans lequel il retient sa propre signification authentique. Par exemple, dit Droysen, si l'on considère la littérature à l'aube de l'Église chrétienne, fumillant d'écrits apocryphes, on découvre qu'un établissement pour chacun de son placement correct, il devient autant plus informatif. Je cite le Pseudo-Clémentine, dont l'auteur était probablement l'évêque Romain Clément à la fin du 1er siècle, ne serait pas une distorsion du christianisme de l'origine. Plutôt, il nous présente la version très remarquable du judéo-christianisme qui s'était développée 70 ans après. Non seulement on ne peut pas revenir à l'autopsie, mais la prétendue autopsie ne serait en aucun façon un point de vue privilégié sur les événements du passé. La visuelle des contemporains est même plus limitée et bornée par leur point de vue, leur accès incomplet aux faits, que celle de la postérité. La science successive est au même d'exposer les choses de façon plus complète et plus profonde que le pouvait ce qui appartenait au présent historique. L'accumulation de la connaissance, l'aperçu de perspectives nouvelles. J'ai perdu quelque chose. Consente à l'interprète du présent de comprendre mieux. On retrouve ici la cadence de Besse-Verstehen théorisée par la herméneutique de Friedrich Schleiermacher. Donc, seulement la troisième étape de la méthode, l'interprétation, est à même de reconstruire et recomposer l'objet historique. Seulement l'interprétation peut en fait exploiter la décomposition de la critique pour rendre à chaque couche sa propre vérité, qui est quelque chose de tout à fait différent de sa Richtigkeit, de sa exactitude, celle que la critique peut nous donner. Lorsque Niebuhr, dit Droysen, analysait l'histoire légendaire de Rome, de compte rendu de Tite-Live ou de Denis, dit Droysen, il était confiant que les traditions anciennes, ce que les anciens peuples même croyaient à propos de leur préhistoire, devaient contenir quelque chose de historiquement exact. Il ne s'aperçut pas que ces traditions pouvaient être vraies sans être exactes, qu'elles pouvaient exprimer de façon précise et efficace des événements antérieurs de l'histoire spirituelle sans qu'il y fût en elles l'extérieur et l'effectuel. Seule l'interprétation peut reconstruire adéquatement les horizons de la pensée pour contextualiser l'objet historique. En partant des singularités périphériques, comme ils les appellent, qui sont le produit de la critique, elle consent d'achever le centre déterminant de la totalité. En tant que singularité, nous pouvons les saisir seulement dans leur exactitude. En avançant vers la totalité, nous trouvons leur vérité. Ainsi, même la vérité, qu'il s'agit dans quel cas, comme le cas que fait Droysen, d'une image mentale et non factice, peut être saisie seulement dans l'acte synthétique de l'interprétation. Le mouvement du comprendre est donc en arrière, du matériel qui se donne dans le présent. La recherche bouge au rebours, ébauche par l'analyse critique et l'interprétation l'image mentale du passé. L'interprétation nous amène donc bien au-delà de la matérialité des sources, mais plutôt à l'acte synthétique de la compréhension. La théorie du comprendre de Droysen est décidément complexe et très riche. Elle propose une analytique de type de certitude différentielle qu'on peut atteindre selon la morphologie de l'objet, les connaissances auxiliaires qu'on peut rassembler autour de lui et la consistance des analogies qu'on peut mobiliser comme guide envers l'objet. Mais pour saisir en bref ces implications épistémologiques,
il peut être utile d'illustrer brièvement non seulement ce que Droysen propose positivement comme démarche méthodique, mais aussi à quoi il s'oppose. On a vu que le comprendre s'oppose en premier lieu à la mère Richtigkeit, à l'éthos de la philologie qui avait déplacé l'enjeu de la science entièrement dans la critique. Mais évidemment, il est à l'opposition entre erklären et verstehen, expliquer et comprendre, qu'il faut revenir. C'est qu'on considère maintenant l'achèvement principal de la réflexion de Droysen en tant que revendication de l'irréductibilité des sciences humaines aux sciences de la nature. On peut donc laisser à côté le fait qu'en se prenant à la notion de nécessité véhiculée par la notion d'explication, Droysen avait pour cible surtout Hegel. Ces lois dialectiques de l'histoire et les lois de l'histoire du récit positiviste, mais les deux interlocuteurs étaient fusés. On a déjà vu que pour Droysen, il y a deux aspects principaux dans la séparation des principes entre Naturwissenschaften et Geisteswissenschaften. L'appellation qu'il est entre le premier à employer, et sûrement il est le premier à identifier les sciences humaines en tant que sciences historiques. Le premier aspect est un fait matériel, on pourrait même dire ontologique. L'objet de l'histoire est différent de ceux des sciences de la nature, parce qu'il est un objet stratifié, un objet historicisé, à une historicité. Le second aspect est plutôt épistémique. Tandis que les sciences de la nature recherchent l'invariant dans le changeant, le regard des sciences humaines est individualisant, comme dans la notion de Meinecke. Il recherche le changeant dans l'égal, l'anomalie, ce qui se pose au dehors des lois reconnaissables. Droysen, donc, on le voit ici, la base pour la distinction que sera de Wilhelm Windelband entre sciences nomothétiques et sciences idiographiques. Et on voit bien combien cette conceptualisation relève de sa conception de temps historique comme création continuelle du nouveau. Je vais encore introduire un troisième aspect, moins connu, mais dont la prégnance épistémologique me semble tout à fait actuelle. L'explication des sciences de la nature se font sur des régularités observées, les généralisent dans des lois et se servent de ces lois pour prévoir l'avenir. Ce procédé, qui relie strictement nécessité de la loi et prévision, la bien connue équivalence épistémologique entre expliquer et prévoir, implique une notion de cause qui est en même temps linéaire, c'est-à-dire un effet s'ensuit d'une cause et le même effet produisent les mêmes causes produisent le même effet, le sens dans lequel la gravité peut toujours expliquer la chute des corps. Mais aussi, cette idée de causalité linéaire est atomisée et singulière. On attribue à une force ou à un facteur singulier le pouvoir de causer un effet donné. À cette vision linéaire de la causalité, Droysen oppose la complexité du monde historique. Cette complexité ne dépend seulement du fait que dans le devenir de l'histoire, plusieurs causes sont opérant en même temps, mais aussi de la difficulté de discerner ce qui est auparavant et ce qui est après. Cause et effet. On retrouve, dit-il, dans l'histoire, une alternance entre cause qui devient effet et effet qui devient cause. Ce qui est auparavant et ce qui est après se retrouvent unis et mêlés organiquement. Organique, c'était pour Kant, le vivant en tant que cause et effet de soi-même. Il est justement pour cette raison que Droysen juge inadéquat pour la compréhension historique le paradigme de l'explication, celui du modèle positiviste de la méthode expérimentale ou bien de l'histoire pragmatique des Lumières de Göttingen, dont l'image de la diaconie conférait encore une signification causale à la série des effets et des causes, en posant toujours l'antérieur comme la cause du postérieur. De ce fait, il faut se méfier des interprétations qui identifient une seule série causale. Et en effet, lorsqu'il parle d'interprétation, Droysen en distingue au moins 4 catégories différentes. Celle pragmatique, celle liée au contexte, c'est-à-dire l'interprétation des conditions, la psychologique et celle des idées.
j'ouvre une parenthèse, l'idée de la causalité linéaire est aujourd'hui très controverse, même dans l'épistémologie des sciences de la nature. Comme le sait bien la science des systèmes dynamiques et complexes, les choses ne sont pas si simples lorsque plusieurs facteurs interagissent dans un espace étant donné. Lorsqu'on a affaire avec ces ensembles, prévoir est une tâche tout à fait différente, qui relève plutôt de pratiques de modélisation du comportement probable des facteurs et ou agents engagés dans le procès que des lois nécessaires. On retrouve dans la conscience de Droysen de la multiplicité simultanée des séries causales, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une épistémologie pluraliste, dont la validité persiste au-delà de cette emphase spiritualiste qui peut faire qu'elle peu d'obstacles pour un lecteur de Droysen d'aujourd'hui. Sûrement, une des cibles de Droysen, comme le sera des premiers analystes, on le verra demain, est la prédominance du niveau politique événementiel de l'histoire qui était à la base du grand récit de Ranke. Je voudrais encore plaider pour la modernité de Droysen avec 3 derniers mais très brefs arguments. Le premier est que le comprendre de Droysen n'a rien de l'immédiateté entropathique, de l'intuition abrupte de l'altérité. L'emphase de Droysen est plutôt sur la recherche. Il est un Forschen, Verstehen, en comprendre par la recherche. Bien qu'il soit un moment synthétique dans lequel l'interprète renoue le fil de la multiplicité des séries causales qui s'entrecroisent dans le phénomène étudié, il n'est jamais un moment séparé du travail de la critique. Sa mouvance est plutôt tortueuse et circulaire, ne cessant jamais de revenir aux sources dont la résistance et la matérialité incontournable est la souche de l'infinité du travail herméneutique qui n'est jamais conclu. Le second argument est une démonstration de ma thèse que le dialogue entre Droysen et les sciences de la nature reste ouvert jusqu'à la fin. Il regarde en fait avec sympathie le développement de la psychologie scientifique de Helmholtz et de Wundt, reconnaissant dans leur théorie des signes que nous relevons du monde sensible, la corroboration de sa pensée sur la constitution de l'objet historique. Si ce que nous croyons percevoir n'est pas la réalité, mais la combination de signes dont la spécificité dépend entièrement de notre organisation, du Droysen, une nouvelle convergence apparaît possible avec les sciences de la nature au-delà du réalisme naïf du positivisme. Mais il relève quelque chose de plus essentiel encore, de changement dans la conception de la science de la fin du XIXe siècle. Dans ses derniers écrits, publiés récemment par Blanke, on retrouve un souci croissant par la légitimation de la scientificité de la connaissance historique pour l'instance de la méthode en tant que contrôle et vérification de l'interprétation. Il faut, écrit-il, trouver des méthodes, des mesures objectives et de contrôle pour les conceptions immédiates et subjectives. Ceci doit être le sens de l'objectivité historique. Il faut développer cette méthode. Son système, sa théorie, est ainsi établir non pas les lois de l'histoire, mais celles de la connaissance et du savoir historique, pour empêcher que l'histoire ne procède ad libitum avec son propre objet. L'insistance sur le contrôle, les preuves, la vérification sont le symptôme que Droysen est conscient des progrès des sciences expérimentales de son époque. Il s'agit, je voudrais dire, ici d'une étape ultérieure d'un autre seuil épistémologique qu'il touche, ce seuil qui a été ainsi décrit par Pierre Bourdieu, la question du point de vue privilégié doit être, et c'était celui de Ranke, doit être dépassée par la question du contrôle scientifique de la relation à l'objet de la science, qui est la condition fondamentale par la construction d'un véritable objet de la science. Le troisième argument, très brièvement, concerne la dernière étape de la méthode, l'apodeixis, dont la modernité a été démontrée particulièrement par le savant américain Hayden White. Droysen explore ici les structures possibles de l'exposition des résultats de la recherche. Ce qu'il fait en réalité est une déconstruction soigneuse des différents styles et de leur puissance rhétorique. La cible principale est la structure narrative, celle, évidemment, que Ranke avait privilégiée
et que Droysen dénonce clairement en tant qu'artifice visé à manipuler le lecteur. Dans la complexité de la causalité historique, la forme de la narration est en fait pour lui la plus mystifiante. Elle dupe le lecteur avec l'illusion d'un cours nécessaire des choses, d'un développement linéaire des événements. Au contraire, la forme la plus honnête est pour Droysen l'exposition qu'il appelle discursive, qui montre au lecteur le déroulement même de la recherche, les prémices et les inférences, les sources contraires à celles qui supportent certaines conclusions, c'est-à-dire l'exposition discursive est celle qui laisse libre le lecteur de se laisser convaincre ou non. Il lui demande de s'engager dans la production de la connaissance historique. Je vous remercie pour votre patience, c'était très long. Bom, então eu vou começar com uma questão para a professora Silvia. Assim, acho a tua tese, a tua hipótese muitíssimo interessante, bastante portadora de uma perspectiva, de um ponto de vista bastante distinto daquele que nós, digamos assim, com aquele que nós estamos acostumados sobre a caracterização do historicismo do século XIX. O que eu perguntaria, assim, e que também seria uma provocação para a gente poder escutar um pouco mais, é sobre um pouco essa modernidade do Droysen que você defende, não é? Porque geralmente uma das coisas que, quando se trata de insistir numa modernidade do Droysen, geralmente se faz isso via Rhetoric, não é? Quer dizer, um pouco deixando de lado os seus próprios textos como historiadores, os textos que, como você disse, fizeram a sua grandeza no século XIX. Então, como nós poderíamos pensar essa modernidade e todos esses aspectos, muitos dos quais, por exemplo, sobre a própria ideia de objeto e de sujeito do conhecimento, que nós, como você mesmo mostrou, poderíamos ver sem problema nenhum naquelas renovações que os análises supostamente fizeram, inclusive contra um certo historicismo, que agora que você mesmo identifica com aquele de Ranke. Como é que nós poderíamos então ver essa interpretação de um Droysen que, ao mesmo tempo, coloca de lado aquelas que foram, no século XIX, as suas obras principais, as suas obras como historiador, de fato, não é? Não teórico da história, mas como historiador tout court, não é? Porque, por exemplo, numa modernidade de Droysen que nós encontraríamos nos Annales, em Lucien Febvre, eu acho que quando você fala, por exemplo, que dessa distinção entre um esforço de uma observação direta e uma observação mediada, não é? Isso a gente consegue claramente, por exemplo, identificar nos trabalhos de um Lucien Febvre, não é? Ao passo que é possível identificar esse mesmo tipo de pressuposto metodológico nos trabalhos históricos e não teóricos de um Droysen? Le truc, c'est que je préfère le Droysen théoricien de l'histoire à le Droysen historien. Bom, então C'est pourquoi a questão é que ela prefere o Droysen teórico da história do que o Droysen historiador. E eu acrescento, como todos os historiadores atualmente. Mais cela dit, naturellement, il y a le problème que Droysen était profondément engagé dans des questions politiques de son temps. Dito isso, né, preciso também observar que Droysen esteve fortemente engajado nas questões políticas de sua época. Mais néanmoins, si on regarde, par exemple, son livre sur Alexandre, mas se a gente observa, por exemplo, o livro que ele escreveu sobre Alexandre, et qu'il y a deux versions, la seconde est encore plus détaillée de la première, on voit là qu'il y a vraiment une utilisation de différents niveaux de la considération historique. E que esse livro sobre Alexandre, que possui duas versões, particularmente a segunda, que é mais detalhada, nele se observa que há uma série de
empregos ou de questões que se podem aproximar dessas teóricas que ela desenvolveu? Et qu'il regarde vraiment différents déroulements, pas seulement les événements politiques d'Alexandre, mais toutes les conditions, boundary conditions, on pourrait dire, de son travail, la géographie. Il y a, on peut dire que cette œuvre peut-être est un des qui a la plus grande épaisseur dans le sens de la synchronie. Exatamente porque nesse livro não se trata só de acontecimentos políticos relacionados a Alexandre, mas também tudo aquilo outro que se poderia chamar, né, como ela chamou, de condições, não é? Então há uma análise, digamos assim, que considera uma espessura muito mais ampla das condições, as questões geográficas, por exemplo, etc., a partir das quais seria importante entender Alexandre. Mais évidemment, je ne crois pas que sa pensée théorique et sa historiographie soient au même pas. Mas, obviamente, que ela não acha, né, que o seu pensamento teórico e o seu pensamento como historiador, não é, como prático, estejam, digamos assim, no mesmo nível. Mais il est un sujet très compliqué parce que si on lit Droysen, il y a toujours des pages avec des aperçus incroyables. Esse é problema, tema bastante complexo, né, complicado, porque há muitas páginas de Droysen que são altamente sugestivas, interessantes. O Renato tem uma questão. Boa tarde. Boa tarde. Agradecer mais uma vez as contribuições da professora. São duas questões. Uma, eu gostaria de entender melhor o que a senhora chama de tempo edipiano de Hegel. A segunda questão é, não existe, sim, é mais uma provocação, não existiria um outro historicismo que não se funda na Alemanha, mas talvez se fundaria nos franceses, na primeira metade do século XIX, através dos romancistas, eu diria, com Stendhal, Balzac, porque a senhora fala que o Droysen, por exemplo, vai fundar esse historicismo científico na segunda metade do século XIX. Mas existe todo um realismo que se funda ali já, e aí o diálogo seria o inverso. Não mais da filologia para a história, mas da literatura para a história. Entende as contribuições, no outro sentido? É só mais uma provocação. Et je ne crois pas que je peux répondre à votre proposition, c'est une contribution, mais je ne sais pas si on parle de théorie de l'histoire. J'aurais par exemple des difficultés à interpréter l'historicisme de Droysen comme réalisme. Et je ne sais pas si ce type de réalisme, si je comprends auquel vous faites allusion, peut être vraiment historicisé. Je ne sais pas. Bom, a questão que você coloca é uma questão bastante instigante e pertinente, mas a professora talvez não teria como respondê-la, não é? Do ponto de vista de uma teoria da história, do ponto de vista de uma leitura de Droysen, ela não saberia dizer se é possível pensá-lo em termos de um realismo tal como esse que você evocou dos escritores da primeira metade do século XIX. Oui, la question du temps édipien, c'est une très belle métaphore qu'utilise Gianni Vattimo, le philosophe italien, et je le trouve très intéressant parce que je crois que vraiment dans la pensée de Hegel, cet aspect, il y a beaucoup d'autres. Et je pourrais vous dire quelque chose de plus positif sur Hegel si j'aurais le temps, mais je crois que cette notion du temps édipique dans lequel chaque moment dérobe celui qui le précède du son sang parce qu'il accomplisse le sang. C'est une chose qui a vraiment à voir avec cette vision de Hegel, cette vision de la pensée de Hegel comme un métabolisme de l'esprit, qui n'est pas mon idée, mais c'est un très bel livre de Remo Budei sur Hegel. Et je crois que là, on voit cet aspect. Je pense qu'on peut le décrire avec le mot de Vattimo, parce que l'idée, c'est que la Aufhebung... ok, non. Agora Ça va, ce que je dis. Dá
retorno na fita ali para a gente poder traduzir tudo isso. Não, bom, essa é uma metáfora, então, de um tempo edipiano de Hegel, é uma metáfora do Gianni Vattimo, não é? E a Silvia está dizendo que ela acha que é uma metáfora bastante correta, não é? Quer dizer, há uma série de metáforas, de aspectos que se poderia considerar de Hegel, mas ela acredita que esse, então, seria um positivo. Então, o que seria esse tempo edipiano? Seria exatamente uma espécie de realização do sentido naquele que vem depois, não é, do que antecede, não é? Por isso ela usa uma outra expressão que aí eu já não consegui anotar o nome, de metabolismo do espírito, não é? Et je crois qu'on peut le relier à une sécularisation d'un temps eschatologique. E ela acha também que seria possível religar isso com uma não. Secularização do tempo escatológico. Il y a a professora Márcia, lá no fundo. Márcia, se você for fazer uma questão muito complexa, você já faz em alemão, em francês, em inglês, e aí depois você traduz, tá? É uma questão do lugar da filosofia, de um ponto de vista filosófico e não histórico. Porque a posição do Kant e também do Hegel da história, né, de uma filosofia da história, é uma posição de uma história a priori, né, o que o Kant chama de Weltgeschichte, que a Weltgeschichte é distinta da Historie, porque esta é uma história empírica e a Weltgeschichte é uma história a priori. Então, é uma busca de sentido na história, mas não é uma análise efetivamente da história. É uma visão de futuro, uma visão de percepção de sentido, mas não necessariamente. A questão é um pouco em que o historicismo científico, de fato, se separa dessa filosofia da história. Porque eu não conheço o Droz, não conheço a partir da sua exposição, mas às vezes tem um pouco um caráter, não sei se eu posso dizer metafísico, mas não tanto científico mesmo, ou, enfim, qual a diferença específica que demarcaria essas posições da filosofia da história, de Hegel, e o que vem depois. E a segunda é um pouco o tempo edipiano. Vamos para a primeira? Só uma provocação, porque Droysen e outros que seguiram-se de Hegel e assistiram aos cursos de Hegel são também aqueles que mataram o pai edipianamente, né? Só essa Absolument, mais tout le siècle était uni à... Oui, bien sûr. Non, je crois que je compris. Mais je crois que c'est simplement, d'une part, la question de la téléologie. Il n'y a plus de totalité, il y a seulement de continuité. Ça, c'est la chose dans laquelle vraiment il y a quelque chose qui va au-delà, qui libère l'histoire de l'idée qu'on peut faire un chemin d'intelligibilité. C'est seulement ça. Bom, então, acho que de fato é a questão teleológica, a questão da teologia, da não existência de uma totalidade, mas fundamentalmente de uma utilidade, de uma pragmática, eu suponho. Então, talvez aí residiria a grande diferença que torna exatamente a história dos historicistas uma história aberta e muito diferente do que seria uma esquematização. Et il y a le fait qu'il s'agit de bâtir des sciences positives qui puissent, c'est aussi très pragmatique, qui puissent se confronter et revendiquer une autorité, parce que le projet totalisant de Hegel était écoulé. Alors, ça de reivindicar uma positividade científica diante da filosofia e reivindicar, portanto, nesse contexto
cientificista de reivindicar, portanto, uma diferença em relação à filosofia de Hegel. Mais je crois qu'il y a beaucoup d'autres choses de Hegel in Droysen qui sont très intéressantes et sont très positives. Par exemple, l'idée de procès. Ela acha que também há uma série de outras coisas interessantes e positivas nessa relação entre Droysen e Hegel. Qui sont, je crois, la part encore très intéressante de Hegel, par exemple, la notion de concret, qui est vraiment l'idée du procès, quelque chose qui ne peut pas être édipiant, parce qu'il... Oui, donc, mais je crois que l'idée de concret de Hegel est encore d'une profondeur inouïe. Non? Vous connaissez l'essai qui s'appelle Wer denkt abstrakt? Il y a l'idée, non, de... je ne veux pas te... Est-ce que je peux... Tu m'as déjà Ah ouais. mis dans une nouvelle situation. Bom, mas essa ideia de concreto também, talvez um pouco a ideia de processo que seria interessante pensar. Há uma série de questões, de fato, extremamente importantes que poderíamos... Je peux seulement ajouter le problème que Hegel n'est pas ainsi monolithique comme on le pense lorsqu'on fait ces cadres est très complexe et il y a des choses de Hegel qui sont absolument fécondes. Alors, clair que je fais des schématisations, mais la notion de temps de Droysen relève profondément de celle de Hegel, pas des autres aspects. Bom, então há uma série de não se pode pensar Hegel de forma tão monolítica, porque há uma série de coisas extremamente interessantes nele, e também se trata de alguém bastante complexo, não é? E sem dúvida nenhuma a questão do tempo em Droysen seria algo que se poderia pensar a partir dele. Je peux ajouter que cette figure de l'historisme a une validité historique, je crois, très importante, mais naturellement n'est pas... Il y a des choses qu'on peut reprendre, mais il ne s'agit pas de l'absolutiser, au contraire. Há uma série de coisas então interessantes nessa figura do historicismo, mas ao mesmo tempo, quer dizer, ela tem a sua validade, mas também não se trata de absolutizá-la, não é? A été un tournant très important pour les sciences historiques, mais c'est pas... Foi uma virada muito importante nas ciências históricas, não é? Francesco, gostaria de fazer uma última questão, então. Qual è, secondo te, la relazione tra teologia e scienza storica in Droysen? Perché se non mi ricordo male, in un tuo scritto dicevi che quasi la teologia fa da garante per la scienza storica, no? In Droysen. No, quello era il primo, eh? Il primo, sì. Buttiamolo. Sì. E a minha pergunta é qual é a relação entre teologia e teoria da história em Droysen, porque ela, em um seu artigo, escrevia em referência à primeira edição do Droysen, que a teologia em Droysen funcionava basicamente como garantia pela scienza storica. Io credo che, traduci tu, in Ranke e in Droysen ha una funzione molto simile, che è una funzione anti-progresso, anti-illuminista, ma in quanto base per una critica del progresso. E ela pensa que in Droysen, come in Ranke, a teologia tem uma função anti-illuminista no sentido de uma crítica do progresso. Come Herder. Come no Herder. Quindi è una funzione, come dire, fondativa da questo punto di vista. Neste sentido, temos uma função de fundação sob questo punto di vista. Ma quello che Droysen fa è una laicizzazione totale della scienza storica, perché dice chiaramente che la storia non può indagare né sulle origini né sulle fini, né sul fine. Ma Droysen fa uma laicizzação
da scienza storica, porque Droysen escreve claramente que nós não podemos pesquisar sobre o fim e a origem da história, o começo e o fim da história. Bom, uma última questão aqui, então, a Raquel. Eu faço em português, posso fazer em português? Então, Silvia, obrigada pela conferência, que foi, de fato, excelente, né? Muito bom quando a gente pode efetivamente desconstruir algumas noções que vão sendo reafirmadas e que parecem depender justamente de um pouco conhecimento desses autores. E eu acho que aqui você trouxe mesmo assim uma outra visão sobre o Droysen, que justamente foi o que o Mellon falou, né? Assim, nós ficamos impressionados em relação a isso, ao modo como ele está sempre alinhado dentro dessa visão que se tem sobre o historicismo alemão, e aqui você mostrou a diferença, né? Uma diferença que pode ser identificada. Então, mas a minha questão é uma questão mais... eu não sei se é uma questão que você vai abordar amanhã, então, por isso também eu fiquei assim, em dúvida se eu a faria hoje ou amanhã, mas a que você atribuiria, se você já chegou a estudar isso, atribuiria essa visão que nós temos do Droysen. Quer dizer, que justamente o alinha dentro de uma perspectiva, vamos dizer, um tanto generalizadora do historicismo alemão. Quer dizer, isso se relacionaria a um pouco estudo, a uma pouca leitura, uma pouca análise das obras dele, ou não, ou ao que pode ser pensado como as batalhas dentro do campo historiográfico e ao modo como a historiografia do século XIX foi sendo lida desde o ponto de vista do Zanardi, né, dessa ideia de uma nova história, e que estigmatizou a historiografia do século XIX. Innanzitutto noi abbiamo... pardon, excusez-moi. On a ce que Fenach appelait le droit du lecteur. Alors, chez Droysen, il y a beaucoup de choses. On a le droit de choisir ce qu'il croit être encore vivante. Selon lui, c'est son propre intérêt. Je ne nie pas qu'il y a des autres aspects de Droysen qu'on peut lire dans une direction, disons, plus traditionnelle. Naturellement, il y a les médiateurs, il y a Meinecke, il y a cette deuxième vague de l'historisme après la Deuxième Guerre mondiale qui a utilisé cette tradition pour revendiquer une image de l'Allemagne nouvelle. Alors, cette narration s'origine chez Meinecke surtout. Et a été relie, par exemple, à Naples aussi, dans l'école de laquelle je viens, en continuité avec une idée d'historisme comme une sorte de métaphysisation de la pensée historique. Il y a eu des continuités, pour ainsi dire. Hein? Mais sûrement, je crois que oui. Bom, então ela evoca pouco esse direito do leitor, quer dizer, de ler aquilo que, a partir de um ponto de vista que é marcadamente o dela, quer dizer, pode-se ler Droysen de uma outra maneira, pode-se pensá-lo de uma outra maneira, mas ela sublinha, então, a importância dos mediadores, particularmente de Meinecke, nessa interpretação que se faz do Droysen, e daqueles que, após a Segunda Guerra, quiseram dar uma nova imagem da Alemanha e, provavelmente, da ciência e da história alemã, não é? E que tiveram uma importância marcante, no caso dela, em Nápoles, não é? Nessa leitura dessa ideia de historicismo, né, de uma leitura
Je veux préciser ce point. La fonction de Droysen était de constituer une alternative à l'historicisme de Croce, par exemple. Non? Alors, on avait des bouts très précis et peut-être, je crois qu'on ne peut pas penser à un historien qui passe tout le temps à se... comment on dit? Come si dice litigare? À combattre le positivisme scientifique sans s'en prendre à sa conception de la science. Le contexte de Droysen était celui de l'éclatement des savoirs positifs. On ne peut pas décontextualiser Droysen de ce... Non? On a vu simplement le positivisme comme une catégorie de l'esprit, mais il y avait un positivisme très précis. Il y avait le matérialisme et après le positivisme. Et en Allemagne, il y avait des interlocuteurs qui étaient très, très précis. Je crois qu'il faut le voir dans son contexte aussi. Não? Então, ela fez um parênteses, vamos dizer assim, em relação a essa nova maneira de ler Droysen, né, depois da Segunda Guerra, e que não deixou também de ser na Itália uma maneira de reivindicar uma compreensão do historicismo contra aquela que era a de Croce. Não é? Mas ela sublinha então também essa importância de tentar pensar a teoria da história do Droysen em relação à concepção de ciência da sua época, enfim, de contextualizá-lo e não esquecer que ela foi concebida num contexto de afirmação das ciências positivas e isso tem uma implicação importante. Então, se trata também de pensá-lo contextualmente, não é? Perché insomma, anche quando si parla di Droysen come l'alfiere, je suis un peu fatiguée. Lorsqu'on parle de Droysen comme s'il était l'héros de l'antipositivisme, c'est quelquefois même aussi une façon des humanistes pour ne pas comprendre que c'était le positivisme à ce temps-là. C'est devant une catégorie de l'esprit et pas une catégorie historique. Non? Le positivisme a eu une évolution, et si on lit Droysen dans son évolution, on voit qu'il a changé avec ses interlocuteurs. Non, alors, contextualiser, ça veut dire aussi ne faire pas de Droysen simplement l'héros de la séparation entre sciences humaines et sciences de la nature. Parce qu'il y avait des raisons pour le faire à ce temps-là. Si on lit les matérialistes qui disaient que l'âme est une exsudation du cerveau, hein? Ça c'est le matérialisme avec lequel ils se confrontaient. Alors on peut comprendre, hein? Mais le positivisme n'est pas une catégorie de l'esprit, le matérialisme historique n'est pas... Il y en a plusieurs. Il y a un peu la tendance à chercher de se défendre de la confrontation avec les sciences de la nature. Alors, je suis contre. Bom, eu acho que vocês todos entenderam, então, essa última explanação aqui, que teve muitas idas e vindas aqui para desarmar o tradutor, mas um pouco essa ideia que se quis fazer do Droysen como uma espécie de herói do antipositivismo, não é, quer dizer, fazê-lo valer num quadro de leitura dessa natureza, não é? Mas o que a Silvia, eu acho, assim, para tentar sintetizar, coloca como de mais importante, de um lado, que o positivismo não é uma categoria do espírito, quer dizer, o positivismo ele tem, portanto, uma historicidade, se trata de contextualizar Droysen, se trata também de contextualizá-lo nesse movimento que é o desenvolvimento do positivismo no século XIX, portanto, de alterações e de mudanças que aconteceram. E por outro lado, talvez o que seja a questão mais importante da Silvia, e já vou ao mesmo tempo traduzindo aqui, traduzindo e traindo, não é? Que é o que ela considera importante, e que eu acho que foi o que a gente viu ontem e hoje, que é a de relacionar o pensamento histórico com a história das ciências da natureza, com a história das ciências da vida, e, portanto, de pensar essa relação da história, da teoria da história, da história da teoria da história, ou da história do conhecimento, do pensamento histórico, como queiram,
com a história das ciências da vida, com a história das ciências da natureza. Então, é claro que no momento se fez de Droysen uma espécie de herói no sentido daquele que fundou ou de que foi fundamental para essa distinção entre ciências da natureza e ciências do espírito, mas é preciso pensar essa relação também, vamos dizer assim, num devir, numa continuidade histórica e não simplesmente imobilizada. Je te remercie, le pauvre. Depois você apaga essa tradução Je crois que tu es plus fatigué que moi. Muito a minha reputação. Bom, a gente agradece então a presença de todos vocês. Eu agradeço novamente a conferência da professora Silvia. Amanhã ela vai falar então sobre a pluralização do tempo histórico e a ascensão do método sistêmico para a história, que vai ser mais uma confrontação então entre o século XX e o século XIX. E eu lembro a vocês que nós manteremos a nossa programação. Amanhã há essa paralisação muitíssimo justa, da qual todos nós participaremos na parte da manhã, mas na parte da tarde nós nos encontraremos aqui, porque não me parece adequado que nós suspendamos agora aqui no meio dessa atividade que foi prevista muito anteriormente ao nosso encerramento de amanhã. Então eu espero poder contar novamente com a presença de todos vocês, agradecer mais uma vez e particularmente a professora Silvia. Obrigado. Obrigada.